Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté aujourd'hui la République de Turquie à destination de l'Algérie à l'issue d'une visite de travail de 2 jours qu'il a effectuée dans ce pays frère. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli aujourd'hui au palais de Dolmabahçe à Istanbul par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Les relations entre les deux pays et les perspectives de leur développement ont été passées en revue lors du tête-à-tête des deux chefs d'État ainsi que lors des entretiens élargis. Les relations de coopération économique entre la Turquie et l'Algérie ont connu une belle croissance ces dernières années. La Turquie est le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures. L'exemple de Tosyali qui produit près de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an et de Tayal qui alimente tout le pays en prêt-à-porter. Les fortes chaleurs persisteront sur de nombreuses régions du pays jusqu'à lundi au moins. Conséquence du réchauffement climatique, attention aux longues expositions au risque d'épuiser notre capital solaire. Les indices UV sont à leur maximum, c'est notre grand format de ce week-end. L'ancien détenu politique et grand militant des droits de l'homme sahraoui Rachid Asghir a été victime d'un lâche acte criminel devant le domicile de sa famille à Al-Ayoun occupé. Un acte perpétré par des agents des services de renseignement marocains civils armés d'épées et de couteaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté aujourd'hui la République de Turquie à destination de l'Algérie à l'issue d'une visite de travail de 2 jours qu'il a effectuée dans ce pays frère. Le président de la République a été salué à sa sortie du palais par son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a été accueilli au palais de Dolmabahçe à Istanbul par le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. Après une photo souvenir prise à l'entrée du palais, le président de la République a salué les hauts responsables qui étaient à son accueil avant de s'entretenir en tête-à-tête avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan. Les entretiens du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aujourd'hui à Istanbul avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, se sont élargis aux membres des délégations des deux pays. Il s'agit notamment du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, du ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Taïeb Zitouni, du ministre des Travaux Publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Al-Lahrour, du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, qui se sont entretenus avec leurs homologues respectifs. Les membres de l'importante délégation ministérielle conduite par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de la visite de travail qu'il effectuait en Turquie, ont eu aujourd'hui des entretiens bilatéraux à Istanbul avec leurs homologues turcs. Des entrevues qui ont eu lieu au palais de Dolmabahçe après l'accueil réservé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par son frère, le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les entretiens ont porté sur plusieurs secteurs.
supporté et suivi nos élections. Je me présente, je suis le ministre du Commerce. Şehirleşme aynı bakanlıkta toplanır. Comme domaine. Ve iklim değişikliği. La raison est la suivante. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accordé une entrevue à la télévision centrale de Chine, CCTV, au cours de laquelle plusieurs questions d'ordre économique et régional ont été abordées. Le président de la République a salué la qualité des relations liant les deux pays, a rappelé que la Chine avait été parmi les États amis ayant aidé l'Algérie sur la voie du développement au lendemain de l'indépendance. On l'écoute. ما هيش مجاملة، ولكن وصفت الصين بأوصافها الحقيقية بنوع من التواضع، لأن احنا عندنا نفس المسيرة. احنا انطلقنا من الصفر كذلك. الجزائر كانت محتلة لمدة قرن و32 سنة. من بعد استقلالنا انطلقنا من الصفر، وجدنا دول صديقة مثل الصين اللي ساعدتنا في المسيرة التنموية للجزائر والتحررية. واليوم احنا نفس الشيء بالنسبة لإفريقيا. الجزائر بالنسبة لإفريقيا مثل الصين بالنسبة للعالم، وهذاك علاش عبرت بالتعبير هذا أمام الرئيس سي جين بينغ. Le président de la République a exprimé sa satisfaction de l'Algérie concernant ses échanges avec la Chine et sa grande confiance en l'amitié qui lie les deux pays. Écoutons-le. الأصدقاء نعرف أصدقائنا في وقت الشدة، أيام الصعوبات، ثم نعرف الصديق من غير صديق. ولذا عندنا ثقة كبيرة جدا في الصداقة مع الصين، لأن مرت مع مراحل صعبة وعمرها ولا تغيرت يوما ما. Lors de l'entretien accordé à la chaîne chinoise CCTV, le président de la République a indiqué que l'Algérie est une grande puissance en Afrique et peut être un maillon entre la Chine et les pays africains. هذه آملنا إن شاء الله باش نعمل مع الصين كدولة عظمى، والجزائر تعتبر اليوم حاليا في إفريقيا دولة عظمى في إفريقيا كذلك، أننا نكون وساطة بين إفريقيا والصين. Le président de la République a mis en avant la volonté de l'Algérie d'établir des projets communs avec la Chine dans divers domaines de coopération, y compris les voies ferrées ainsi que les mines. ما فيش ميدان اللي ما نتمناش فيه التعامل مع دولة الصين العظمى، سواء في الفضاء، سواء في التعليم العالي، سواء في مساعدتنا على إنجاز أكثر في ميدان الصيدلة، في ميدان الدواء، في ميدان التكوين، وكل ميادين مفتوحة بالنسبة ونربط مدننا في أقصى الجنوب بالمدن تاع الشمال كذلك بالسكة الحديدية للنقل ولنقل المسافرين. هذه ما بين المشاريع اللي نتمنى نقوم بها مع الأصدقاء في الصين. فيه مشاريع كذلك استغلال مناجم. Et puis, en évoquant les questions régionales et internationales, le président de la République a mis en valeur les bonnes relations liant la Chine aux pays africains et arabes et a exprimé son souhait de consolider le rapprochement entre les pays ainsi que les peuples. احنا مع الصين طالبين مراجعة كثير من الأمور. صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، كلهم صبحوا ما هوش في فائدة الدول الفقيرة أو الدول النائية. إذا احنا العالم تاع البريكس يساعدنا أكثر. وبهذه المناسبة طالبنا رسميا الانضمام لمنظمة البريكس، وانضمامنا رسميا إلى بنك البريكس، والمساهمة الأولى نتاعنا ستكون ب1.5 مليار دولار كمساهمة للدخول في بنك البريكس كذلك. Et pour ce qui est de la cause palestinienne, le président de la République a affirmé que l'Algérie militait avec certains pays, comme la Chine, pour que la Palestine obtienne le statut d'État membre à part entière à l'ONU. اليوم الصين لها علاقات طيبة مع كثير من الدول العربية، مثل ما لها علاقات مع الدول الإفريقية. اليوم الصين صبحت وساطة حتى بين الدول العربية في بعضها بعض، وبين إيران والدول العربية. هذه السياسة اللي نحبها، سياسة
تقريب الناس لبعضهم بعض. Lors de cette interview, le président de la République a annoncé que l'Algérie a formulé sa demande officielle pour adhérer à la Banque des BRICS en tant que membre, en contribuant avec un fonds d'1,5 milliard de dollars, une adhésion qui ouvrirait de nouveaux horizons économiques à l'Algérie. On écoute le président de la République. ونحن نناضل حاليا مع بعض الدول الأخرى مثل الصين أن تكون عضو في الأمم المتحدة ولو مستعمرة، ولكن عضو كامل في الأمم المتحدة، ما تبقاش ملاحظ في الأمم المتحدة، وهذا إن شاء الله سنصل إليها. Les relations de coopération économique entre les deux pays ont connu une belle croissance ces dernières années. La Turquie est le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures. Et parmi les plus importants investissements algéro-turcs dans le pays, l'on cite le complexe sidérurgique Tosyali à Oran. Il est opérationnel depuis 2013. Il produit près de 3 millions de tonnes de produits sidérurgiques par an. De quoi répondre à la demande locale et cibler par la suite les marchés étrangers. Yasmine Massoudi. Véritable fleuron de l'industrie algérienne, le méga-complexe sidérurgique Tosyali, basé à Oran, a pu s'imposer en tant que leader en matière de sidérurgie au niveau mondial. Notre production est de 3 millions de tonnes par an. Une grande partie de la production est destinée au marché local, le reste est destiné à l'exportation. Nous sommes au sein de l'unité de la coulée continue avec une production de 5000 tonnes par jour de billettes que l'on utilise pour la fabrication d'armatures. Les relations de coopération économique entre l'Algérie et la Turquie ont beaucoup progressé ces dernières années. La Turquie étant devenue le premier investisseur étranger en Algérie hors hydrocarbures et l'Algérie représentant le deuxième partenaire commercial de la Turquie en Afrique et la première destination des investissements directs étrangers turcs sur le continent. Aujourd'hui, Tosyali Algérie constitue le premier exportateur hors hydrocarbures avec 1 milliard de dollars, un chiffre que l'entreprise ambitionne de doubler d'ici l'année 2024, après avoir réalisé le projet d'extension spécialisé dans la fabrication d'acier plat avec une capacité de production de près de 2 millions de tonnes qui lui permettra d'alimenter le marché local et étranger. Nos produits sont de qualité supérieure. Nous exportons vers les États-Unis, le Canada, l'Europe et vers l'Afrique de l'Ouest. Ce nouveau projet d'extension concernera la fabrication d'acier plat, ce qui nous permettra de produire plus de 2 millions de tonnes par an. De plus, avec la mise en exploitation prochaine de la mine de Garachbilet, le complexe sidérurgique Tosyali devrait augmenter considérablement ses capacités et se verra offrir de grandes perspectives d'investissement dans le pays. Plus de 3000 postes d'emploi sont créés en Algérie grâce au complexe Tayal à Relizane. Ce complexe spécialisé dans le textile et issu d'une coopération algéro-turque alimente tout le pays. Une partie de sa production est même exportée. L'investisseur turc se dit en tout cas satisfait du climat des affaires et invite ses homologues à se rendre en Algérie. Commentaire Bedi Amarni. Le complexe Tayal implanté dans la zone industrielle de Sidi Khattab à Relizane est le fruit d'une coopération algéro-turque dans le domaine de l'industrie textile. Ce partenariat gagnant-gagnant a permis non seulement d'alimenter le marché national, mais aussi d'exporter les produits fabriqués en Algérie. Nous employons à ce jour plus de 3000 employés. La capacité de production est très importante. Notre ambition est de commercialiser plus nos produits à l'international, notamment le prêt-à-porter, fabriqué avec une qualité supérieure et une main-d'œuvre 100% algérienne. Nous disposons de 2 lignes de production de textiles, l'une avec une capacité de 2 millions de mètres linéaires de tissu et la deuxième avec une capacité d'1,5 million de mètres linéaires. Ce projet d'envergure a permis le renforcement des relations algéro-turques, notamment dans le domaine économique, et d'étendre cette coopération stratégique à d'autres secteurs d'activité. Tous les facteurs de réussite sont réunis ici en Algérie pour investir dans un contexte de stabilité économique et j'invite souvent les investisseurs étrangers à se rendre en Algérie. Voici un exemple de réussite devant vous qui consiste en ce complexe Tayal qui alimente toutes les régions du pays.
La réussite de ce projet est la preuve que l'amélioration du climat des affaires en Algérie contribue grandement à attirer les investisseurs directs étrangers dans tous les domaines d'activité. Coopération dans le domaine de l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a reçu aujourd'hui à Alger le commissaire en charge de l'enseignement, des sciences, de la technologie et de l'innovation à l'Union africaine, le professeur Mohamed Belhoussine, qui effectue une visite en Algérie. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'application des recommandations du dernier sommet de l'UA, tenu en février dernier, relative à l'impérative mobilisation des pays membres de l'UA autour de la feuille de route de 2024 au volet éducation. Suite à l'adoption par la Commission africaine de l'éducation comme thème pour l'année 2024, cette rencontre a porté sur la feuille de route à concrétiser pour les pays africains. Les céréaliculteurs impactés par le manque de pluviométrie seront indemnisés dans les meilleurs délais pour leur permettre de préparer la prochaine saison agricole. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Médéa le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Hani. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a mis l'accent sur la nécessité d'aller vers un système d'exploitation agricole de référence permettant de relever le défi de la sécurité alimentaire et de participer à l'essor économique du pays. Les feux de forêt figurent parmi les risques majeurs dont les effets sont les plus dévastateurs et qui font subir annuellement des pertes humaines et matérielles considérables. Des campagnes de sensibilisation sont menées dans les zones forestières par la gendarmerie nationale, la protection civile et la conservation des forêts. Il s'agit là de sensibiliser le citoyen sur l'importance de préserver l'environnement forestier en faisant preuve de vigilance et de civisme. Karima Al-Shmat et Malika Bellal. Pour ces agents de la protection civile, cet appel indique qu'un incendie vient de se déclarer dans les environs. En effet, un départ de feu de forêt vient d'avoir lieu dans une décharge publique à Sidi Marouane. Il y a souvent des citoyens qui viennent ici pour faire des grillades et allumer le feu. Ils allument le feu dans les forêts, après ils oublient de l'éteindre. Même chose au bord de la mer, ils partent et oublient de ramasser les déchets. Malgré l'interdiction d'allumer le feu dans ce genre d'endroit, certains campeurs bravent les interdits et peuvent causer des dégâts considérables. Je sais que c'est interdit, mais je fais toujours attention et je ne quitte pas les lieux sans éteindre le feu. Afin de prévenir les dégâts environnementaux et protéger les communautés locales, une campagne de sensibilisation est menée par la gendarmerie et la sûreté nationale, la protection civile et la conservation des forêts qui jouent un rôle crucial dans la surveillance, la prévention et la gestion des incendies. Des campagnes de sensibilisation sont organisées surtout au niveau des zones forestières. L'objectif est de sensibiliser les citoyens sur l'importance de préserver les forêts et comment éviter que les incendies soient déclenchés. Des températures très élevées sont enregistrées en Algérie et dans le monde entier. Nous avons enregistré 2 incendies avant les campagnes de sensibilisation et 10 interventions durant la campagne. Des patrouilles sont organisées quotidiennement par les services concernés pour sensibiliser les citoyens sur l'importance de préserver la forêt et profiter de ces espaces, mais aussi veiller à la propreté et l'élimination de tout ce qui peut être à l'origine de départ de feu, en plus de la notification immédiate d'éventuels incendies. Il fait chaud dans plusieurs pays du monde, chez nous aussi. L'Algérie fait face à une vague de chaleur impressionnante avec des températures qui frôlent les 50 degrés dans certaines villes, du nord du pays notamment. L'exposition directe au soleil est donc fortement déconseillée au risque d'épuiser notre capital solaire que les dermatologues appellent à préserver le plus longtemps possible. Mais alors, quels sont véritablement les dangers des rayons ultraviolets sur notre derme ou encore quelle protection, quelles lunettes privilégier? C'est le grand format de cette édition signée Majda Diahmoun. Des températures difficilement soutenables, même au nord du pays. Avec cette vague de chaleur intense et inédite, les thermomètres atteignent les 30 degrés dès le petit matin. Tu trouves qu'il fait très chaud? Oui, un peu plus que je le pensais. Et dépasse les 45 degrés en milieu de journée. Même s'il est difficile de supporter ces températures, certains ne se plaignent pas. Je bois beaucoup d'eau, je garde le moral.
voilà. Et on se plaint de ne pas avoir de soleil, donc on en profite. Gardez le moral, c'est tout. C'est passager, hein, c'est une courte durée, la chaleur, c'est tout. Pour d'autres, il suffit d'avoir les bons réflexes pour faire face à cette chaleur écrasante. Je mets des vêtements en coton et je me protège la tête avec un chapeau ou une casquette. Et ensuite, je bois énormément d'eau et bien sûr les lunettes de soleil. On a le sac à dos isotherme aussi, avec le matériel qu'il faut, les crèmes solaires, aussi les glaçons, pour garder au frais. Je me protège avec ma bavette, avec mon chapeau. Je bois beaucoup d'eau, je fais très attention à ma santé. Je sors en cas de nécessité, c'est tout. Certains se contentent d'une casquette et d'une bouteille d'eau bien fraîche. La casquette pour protéger la tête parce qu'il fait très chaud. Et on boit de l'eau. Vous aimez bien utiliser la crème solaire? Non, la crème, non. Mais les chapeaux et les casquettes à eux seuls ne suffisent pas pour protéger la peau des rayonnements ultraviolets émis par le soleil. L'application d'une crème solaire de bonne qualité est aussi recommandée par les dermatologues afin d'éviter les dommages. Le soleil, il faut savoir qu'à petite dose, c'est bénéfique pour la peau. Il va aider à faire tout ce qui est synthèse de vitamine D, densification des os. Et on peut traiter avec de l'eczéma, du psoriasis. À forte dose, il risque de causer des dommages sur votre peau, des dégâts qui vont être malheureusement irréversibles. Les UVB, par exemple, vont avoir une pénétration superficielle au niveau de l'épiderme et quand on est exposé en permanence vont causer des dommages cellulaires voire des mutations cellulaires et des cancers. Les UVA par contre eux vont aller pénétrer plus profondément, vont aller jusqu'au derme, causer des dommages sur le tissu élastique. Les études ont montré qu'en moyenne l'être humain consomme 50% de son capital solaire et ce avant même d'arriver à la vingtaine. À la naissance, on a ce qu'on appelle un capital solaire. Donc c'est un quota d'exposition solaire qu'on va consommer au fil de notre vie. Donc, quand on a une forte exposition solaire dès le plus jeune âge, on le consomme malheureusement, ce capital solaire, il n'est pas renouvelable. Plus vous allez vous exposer, plus il va être consommé progressivement. Une fois qu'on arrive au terme de ce capital solaire, on a l'apparition de lésions. Des fois, elles sont minimes. Relâchement, rides, taches, lentigo, photovieillissement. Des fois, elles peuvent être graves, à type de carcinome et de mélanome. Autre incontournable de l'été, les lunettes de soleil. Mais est-ce que n'importe quelle paire de lunettes protège des rayons UV? Le frontofocomètre de l'opticien nous donnera la réponse. Nous avons pris 2 paires de lunettes pour faire le test. Donc on a pris une paire de chez vous et une qu'on a achetée dehors. Ça nous affiche 0% d'UV qui pénètre dans l'œil. On va refaire le comparatif. Elle affiche 3 à 4%, on va dire. Donc ce verre-là, l'appareil nous dit qu'il n'est pas filtrant. Quand on met un verre solaire qui n'est pas de bonne qualité, donc il va donner l'impression à l'œil qu'il est protégé, donc l'œil, qu'est-ce qu'il va faire? La pupille va s'ouvrir et les mauvaises UV vont rentrer. Qu'est-ce qu'elles vont attaquer? Elles vont attaquer directement le cristallin, c'est-à-dire la lentille qu'il y a au milieu de l'œil, et il va attaquer la rétine. Donc ça peut induire des cataractes, énormément de pathologies, pour ne pas dire cécité, c'est-à-dire on peut devenir aveugle à cause de ça. À partir de 6 000 dinars, il vous est possible d'acheter des lunettes de soleil appropriées qui répondent aux critères cités par l'opticien. Il faut parler de qualité de verre. Est-ce qu'il est filtrant à 400 nanomètres d'UV, c'est-à-dire UV 400? Est-ce qu'il est traité à 100% d'UV? Est-ce qu'il protège? La matière de la monture, est-ce qu'elle n'est pas allergisante? Il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir un verre foncé, il y a des personnes qui ne supportent pas d'avoir un verre un peu clair. En cette période de canicule, chaque geste compte. Hydratez-vous régulièrement, privilégiez les vêtements clairs et adaptés et surtout, évitez de sortir entre 11h et 16h. Des unités de la gendarmerie nationale à Oran ont démantelé un réseau criminel international spécialisé dans l'organisation des migrations clandestines par voie maritime et procédé à l'arrestation de 16 personnes, dont 15 de nationalité marocaine. Lors de cette même opération, 19 000 dinars, 1890 € et 60 dirhams marocains ont été saisis, de même que 16 passeports et téléphones portables. On écoute la déclaration de cet officier de la gendarmerie nationale. إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري. العملية التي جاءت بفضل التنسيق المحكم بين وحدات المجموعة
وبعد تكثيف التحريات وتتبع وترصد أفراد الشبكة تم على إثرها وضع حد لنشاط إجرامي دولي يعتمد على نقل المهاجرين غير الشرعيين انطلاقا من المغرب وإدخالهم إلى الجزائر إلى حين الإعداد والتدبير والتحضير لتهريبهم عبر البحر. أفضى التحريات إلى توقيف 16 شخص، 15 من جنسية مغربية وجزائري الجنسية. مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر ب 19,000 دينار جزائري. مبالغ مالية من العملة الأجنبية قدرت ب 1090 يورو و60 درهم مغربي. 16 جواز سفر وهواتف نقالة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ترك حول جناية التهريب الدولي للبشر، جناية تبييض الأموال، جناية عدم التبليغ عن جناية لتهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة مقابل منفعة مالية. L'ancien détenu politique et grand militant des droits de l'homme sahraoui Rachid Asghir a été victime d'un lâche acte criminel devant le domicile de sa famille à l'Ayoun occupé, perpétré par des agents des services de renseignement marocains en civil armés d'épées et de couteaux. Les images que vous verrez peuvent heurter la sensibilité de certains d'entre vous, notamment les plus jeunes. Rachid Asghir est l'un des principaux militants à exprimer publiquement son opposition à l'occupation marocaine du Sahara occidental devant la presse étrangère, ce qui lui a valu des violences et une tentative d'assassinat en avril 2010, après avoir donné une interview à visage découvert lors d'un entretien télévisé. Rachid Asghir a été également violemment agressé par la police marocaine lorsqu'il avait tenté de participer à une conférence sur les droits de l'homme à l'Ayoun occupé. Il a continué à défendre avec ardeur le droit à l'indépendance du peuple sahraoui et de dénoncer l'occupation avec force, pas après l'assassinat lâche du jeune Sahraoui Lahbib Agribi le 7 février 2022, ce qui a conduit les habitants de l'Ayoun occupé à se soulever contre la politique d'occupation, de répression et d'oppression, ainsi que la politique des colonisations systématiques qui a fait des Sahraouis une minorité dans la ville. Depuis le mouvement pour l'indépendance, les forces d'occupation marocaines ont perpétré 19 assassinats ciblés contre des jeunes Sahraouis, dont 3 dans la seule ville de l'Ayoun, sans compter les nombreuses tentatives d'assassinat. Un jeune Palestinien de 17 ans est tombé en martyr et un autre a été blessé hier par des tirs à balles réelles des forces d'occupation sionistes dans la ville d'Oum Safa, au nord de Ramallah, en Cisjordanie occupée. Des affrontements ont éclaté à la suite d'une incursion militaire sioniste dans le dit village, au cours de laquelle les forces d'occupation ont attaqué les habitants, blessant grièvement des Palestiniens. Direction l'extrême sud du pays, en Algérie, Janet pour être plus précise, à la rencontre d'un artisan vannier qui s'est lancé dans la fabrication de mobilier et d'accessoires à partir de feuilles de palmier. Un savoir-faire ancestral transmis donc de génération en génération et que notre artiste aspire à préserver. Reportage Hélène Bourayou, commentaire Imna Saidi. Janet avec sa belle palmeraie, ses montagnes et son oued qui traverse la ville offre à ses habitants des moyens de vivre dans cette contrée que beaucoup croient déserte. Nous sommes entrés dans la palmeraie de Tinjded où nous avons rencontré l'Abd Ben Ahmed, artisan vannier. Il a choisi les feuilles de palmier séchées comme matière première, une matière qu'il travaille à la main pour donner naissance à de nombreux articles en vannerie. Les feuilles de palmier sont sélectionnées avant d'être coupées et séchées à l'air libre. Les petites feuilles sont arrachées et les branches chauffées avant d'être utilisées. La matière première passe par de nombreuses étapes avant d'être prête à l'emploi. Une fois la matière chauffée, nous procédons au découpage des branches à la longueur souhaitée. Nous pouvons fabriquer des lits d'une place d'1,80 m et différents autres accessoires d'intérieur. Cet atelier est situé au cœur d'une palmeraie. On distingue chez l'artisan une large gamme de produits issus de la vannerie. Il réalise des paniers, des corbeilles ou encore du mobilier, le tout fabriqué à la main avec des matériaux 100% naturels.
J'utilise de la peau de bovin pour coudre les différentes pièces à assembler, ou alors de la peau de chameau. Ensuite, je laisse sécher à l'air libre environ 3 jours. Un savoir-faire transmis de génération en génération que cet artisan aspire à développer. Mon objectif est d'avoir mon propre atelier pour me lancer dans la fabrication de mobilier et d'accessoires en feuilles de palmier, ce qui me permettrait de répondre à la demande du marché local et pourquoi pas exporter certains produits. Des produits artisanaux très prisés par les touristes. Les établissements hôteliers utilisent des produits issus de la vannerie, ce qui encourage les artisans à préserver cet artisanat de la région. La palmeraie de Janet offre une ressource naturelle extraordinaire qui assure repos et villégiature à quiconque veut fuir le bruit de la ville. Plonger au cœur de Janet, c'est s'assurer un dépaysement total. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie. Et puis je vous retrouverai au week-end prochain.